Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements au directeur de l'ESFAM, Monsieur Nicolas Mainetti, pour ce beau projet que nous avons pu organiser en commun ici à l'Institut français. Chère Leïla Slimani, c'est un très grand honneur de vous accueillir ici à Sofia. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous compter parmi nous cet après-midi, ici, à l'Institut français de Bulgarie. Comme je vous le disais, un institut bientôt centenaire. Donc c'est un lieu important pour la relation franco-bulgare. Madame Zornica Kitinska, c'est aussi un grand honneur de vous accueillir. Vous êtes donc la traductrice en bulgare de Madame Leïla Slimani. Alors, chère Leïla Slimani, si vous permettez, une courte présentation. Tout le monde vous connaît, mais je souhaitais quand même faire cette courte présentation. Vous êtes une femme de lettres franco-marocaine, lauréate du prix Goncourt et aussi représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie. En 2016, votre roman « Chanson douce » obtient le prix Goncourt. Écrivaine et romancière, parmi les plus populaires en France, dans les pays francophones et bien au-delà, vous êtes l'autrice de plusieurs reçus, de plusieurs récits qui ont connu un très grand succès, à l'instar du Pays des Autres, premier tome d'une trilogie publiée en 2020 et en 2021. Je crois que vous travaillez sur le troisième volume de cette trilogie. Le parfum des fleurs de la nuit, un récit dans lequel, à l'occasion de votre nuit blanche à la pointe de la douane à Venise, dans les collections d'art de la Fondation Pinault, vous évoquez les entre-deux entre l'Orient et l'Occident, et qui vient d'être traduit en bulgare. Madame Zornica Kitinska, vous êtes traductrice littéraire. Une grande partie de votre chemin professionnel est liée à la maison d'édition Légué Artis, avec 20 titres. Parmi les auteurs, Éric Emmanuel Schmitt, Romain Gary, des traductions d'œuvres de Boris Vian, Jean Baudrillard et beaucoup d'autres auteurs, à la fois des romanciers et également donc des essayistes et des philosophes. Vous avez aussi traduit des documentaires et des films de fiction pour diverses chaînes de télévision. Vous êtes membre de l'Union des traducteurs bulgares et de l'Association des traducteurs littéraires de France. Actuellement, vous travaillez au Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale de l'OIF. Voilà, les présentations sont faites. Et si vous permettez, Madame Leïla Slimani, j'aimerais dérouler un fil et peut-être me permettre de vous poser quelques questions pour, avec tous nos amis ici, évoquer votre œuvre, vos engagements aussi peut-être, si vous en êtes d'accord. Je commencerai peut-être par une citation de vous. Vous avez dit « Mon obsession est la liberté. Comment pouvons-nous être libres tout en étant liés les unes aux autres, en tant qu'épouse, en tant que mère, et en essayant de rester un individu ?» Par ailleurs, vous avez dit, il n'y a pas si longtemps, lors d'une émission de télévision, combien certaines héroïnes de romans ont compté pour vous. Vous mentionniez Anna Karénine, Emma Bovary. Et dans votre œuvre, les femmes occupent une place fondamentale. Alors voici peut-être ma première question. Est-ce que votre identité de femme a déterminé votre écriture ? Bonsoir à tous. Oui, bien sûr, mon identité de femme a déterminé mon écriture. C'est même l'identité qui m'a poussée à écrire en premier. Quand j'ai publié mes premiers livres, on m'a posé beaucoup de questions sur mes identités ethniques, j'allais dire, ou mes identités nationales. Et j'étais assez surprise de ça, parce que je crois que ça n'a pas du tout été mon moteur au départ. Ce qui a été pour moi le plus grand bouleversement, le plus grand questionnement, la plus grande obsession, c'était ce fait d'être une femme. Qu'est-ce que c'était être une fille d'abord, puis ensuite devenir une femme, devenir une mère, être une sœur, être une épouse, dans tout ce que cela recèle, c'est-à-dire à la fois l'état social qui en découle, la négation de certains droits qui peut en découler, notamment dans le pays où j'ai grandi, le Maroc, parce que je n'avais pas les mêmes droits que les garçons. Donc oui, absolument. C'est le fait d'être femme, et c'est un mystère qui me demande toute une vie pour être résolu, et qui ne le sera sans doute jamais. Je suis nourrie par les autrices femmes, je suis nourrie par les réalisatrices femmes, les personnages de femmes m'ont
m'ont obsédée quand j'étais adolescente et puis plus tard. Et je crois que je vais passer ma vie entière à essayer de décortiquer ce mystère qu'a été pour moi être une femme et ce combat aussi qu'est pour moi être une femme. Alors vous avez évoqué le mot combat. Est-ce que vous vous considérez aussi comme une féministe ? Ah oui, absolument. Je me considère comme une féministe jusqu'au bout des ongles et jusqu'à la mort, oui. Merci beaucoup. Peut-être alors une deuxième question, mais qui fait le lien aussi avec votre engagement en tant que femme et votre écriture aussi en tant que femme. Dans votre trilogie, je disais donc que vous terminez le 3e volume, vous avez écrit l'histoire de votre famille, mais aussi, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous êtes d'accord, un peu de l'histoire du Maroc aussi. Et peut-être aussi la relation que nous, Européens, nous avons par rapport à ce que parfois on appelle malencontreusement, je crois, le Sud global. Pensez-vous que les gens en France, que les Européens ne connaissent pas suffisamment votre pays d'origine, ont une vision, je dirais, tronquée, caricaturale ou monolithique de ce qu'on appelle parfois le Sud, et que d'une certaine façon, cela pose aussi la question de notre rapport aux enjeux du colonialisme et de la décolonisation. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, c'est pas vraiment une trilogie sur l'histoire de ma famille, parce que c'est vraiment une œuvre de fiction. Il y a beaucoup de personnages dans ces livres-là qui n'ont jamais existé, ou des personnages dont j'ai totalement modifié la biographie, mais disons que je suis partie de quelques éléments fondateurs de ma famille, notamment le fait d'être une famille qui s'est fondée sur la mixité, c'est-à-dire que ma grand-mère était alsacienne et que mon grand-père était marocain et musulman, et sur le fait que ce couple a décidé de construire une famille en acceptant ses frottements, parfois ses disputes, mais en même temps ce partage de cultures différentes, et que donc pour moi c'était un point de départ effectivement pour raconter cette relation sur le long terme entre la France et le Maroc, et de manière plus générale effectivement entre le monde occidental et le Maroc. Absolument, j'ai tout à fait eu le désir et l'ambition de raconter l'histoire de mon pays, l'histoire moderne du Maroc à partir de l'indépendance, enfin à partir des dernières années de la colonisation et depuis l'indépendance, pour des raisons à la fois intimes et pour des raisons plus politiques comme celles que vous avez indiquées. Des raisons intimes parce que moi-même, dans mon éducation francophone, francophile, dans un milieu plutôt bourgeois, il y avait à l'époque où j'ai étudié, dans les années 80-90, et dans les lycées français où on étudiait, une forme de condescendance à l'égard de l'histoire de notre pays. Ce qu'il fallait, c'était apprendre l'histoire de France, il fallait connaître la culture française, lire les romans français, les romans américains, les romans russes, les romans anglais. Ces romans-là et cette culture étaient universels et nous serviraient pour notre avenir, alors qu'il y avait une très grande dévalorisation de notre culture locale. On ne nous a jamais fait lire un roman marocain, et même de manière générale, on avait tendance à nous dire que si on voulait écrire quelque chose qui puisse parler à tout le monde, eh bien d'une certaine façon, il ne fallait pas écrire sur le Maroc. Donc c'était aussi de ma part une entreprise de reconquête de ma propre histoire, de ma propre culture, de la complexité de cette terre, et puis presque c'est quelque chose qui est né aussi d'une forme de colère, de désir presque de vengeance ou de jalousie, c'est-à-dire je voyais tous ces films, ces sagas qui peuvent être sur les États-Unis, sur l'Italie, sur la France, et je me disais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit à ça alors qu'on a une histoire extraordinaire. Et ensuite, sur la deuxième partie de votre question, oui, je suis absolument convaincue qu'il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui de très très fort et de très important, et qui est souvent très mal interprété par les pays occidentaux. C'est aujourd'hui plus de 60 ans après les décolonisations,
des nouvelles générations qui ont un rapport différent au monde occidental, qui ont un rapport différent à leur propre fierté nationale. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations de Marocains, d'Africains subsahariens ou de beaucoup de gens vivant dans des pays dits du Sud n'est plus du tout la même. La génération de mes parents, c'est des gens qui ont vécu juste la fin de la colonisation, qui ont été à l'école coloniale. Mes parents, ils lisaient Le Monde, ils écoutaient la radio française, ils regardaient la télé française, et ils ont toujours vécu comme ça, et puis dans une forme à la fois parfois un peu de haine de soi, et puis d'admiration un peu béate pour le Nord, et sans doute aussi parfois de tristesse, parce qu'ils ont bien dû sentir qu'ils n'étaient pas considérés à égalité. Je pense que les jeunes générations, elles n'ont plus du tout envie de se considérer comme ça. Elles se considèrent totalement à égalité avec des pays comme la France ou l'Angleterre ou les États-Unis, et c'est très très bien comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a un regard sur nous qui est un regard très caricatural. Ce qui, moi, m'intéresse et me fascine, c'est que nous, on sait beaucoup de choses sur vous. Nous, on parle votre langue, on a lu vos livres, on a vu vos films, on a voyagé dans vos pays, on a appris vos codes, mais vous ne savez rien de nous. Et ça, c'est des choses qu'on le vit très souvent. Et vous voyez des Français venir au Maroc, ils ont l'impression de tout comprendre et de tout connaître, alors qu'ils commettent souvent des impairs les uns après les autres, qu'ils ne pardonneraient jamais à un Maghrébin dans leur pays. Donc je trouve que c'est tout à fait normal de vouloir rétablir une forme d'égalité dans les rapports. Il ne s'agit pas du tout d'être dans une forme de ressentiment ou de violence, d'autant que le Maroc est un pays très particulier là-dessus. La colonisation au Maroc, c'est 40 ans d'histoire, dans une histoire multiséculaire, dans un pays qui a déjà un État très fort, une des monarchies les plus anciennes du monde. Donc les gouvernants marocains, comme l'élite marocaine, n'a jamais eu, la bêtise de s'enfermer dans la haine ou dans le ressentiment. Jamais, parce qu'ils ont une vision de leur histoire qui est à long terme, ils ne sont pas du tout dans l'amertume. Mais en même temps, ils ont raison aussi d'affirmer le désir d'un regard d'égal à égal. Merci beaucoup. Alors peut-être pour prolonger ce que vous avez dit, ma question, voilà, une question qui va, à mon avis, dans la même direction et qui prolonge. Je crois aussi que vous n'êtes pas favorable à ce qu'on appelle parfois une assignation à résidence. Vous revendiquez, je crois, en tout cas vous le dites, vous le soulignez, d'une certaine manière, je dirais, les incertitudes d'une double identité. Je crois que dans votre travail d'écriture, vous avez vraiment soin de représenter la complexité, de ne jamais vous enfermer ou être enfermé. Et au fond, ma question, ça serait comment cet aspect, votre double culture, détermine votre écriture. Vous aviez une très belle expression que j'ai entendue, vous disiez « je suis à la fois européenne et africaine, ou africaine et européenne. Et je ne veux pas qu'on m'enferme, je ne veux pas être l'africaine, et je ne veux pas être celle qui a été africaine et qui est devenue européenne. » Enfin, je crois que c'est comme ça, si je ne me trompe. Voilà. Donc, j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce point qui est, je pense, aujourd'hui très très important, qui est au fond ne pas être enfermé dans une identité, Je pense que j'ai eu la chance d'être élevée par des parents et dans une famille où on nous a expliqué qu'on pouvait abriter beaucoup de contradictions, qu'on pouvait être à la fois l'enfant d'une monarchie et l'enfant d'une république, qu'on pouvait à la fois appartenir à un pays, le Maroc, où la religion est religion d'État, et en même temps appartenir à un autre pays qui a la laïcité pour étendard, qu'on peut être européen et africain. Donc ces contradictions-là, j'ai jamais cherché à les éviter, je n'ai jamais... au fond, j'ai pu parfois en souffrir, mais en même temps, j'ai toujours eu le sentiment qu'elles m'enrichissaient plus qu'elles ne me faisaient souffrir. Donc, je crois que ce qu'elles apportent à mon écriture, c'est une forme d'instabilité, une forme de doute. Aucune solution ne me paraît être la meilleure. Je déteste toute forme de système totalisant. Je déteste aussi l'idée de devoir représenter quelque chose. Moi, je ne représente rien ni personne à part moi-même. Je n'aime pas de la même manière
manière, je n'aime pas quand au Maroc on me demande de représenter la femme marocaine ou qu'on me reproche de ne pas donner l'image que je devrais donner du Maroc, mais je déteste aussi quand en France on essaye de me manipuler ou de m'instrumentaliser à des fins de critique de l'islam ou je ne sais quoi. Donc pour éviter ça, moi je me réfugie dans la littérature parce que je crois que le roman c'est peut-être un des derniers espaces où on peut continuer à dire des choses complexes et à parler de toutes ces contradictions que nous tous on porte en nous. On porte tous en nous des contradictions, on n'a pas besoin d'être de plusieurs identités, on a des aspirations qui sont parfois contraires, on a des désirs qui se chevauchent ou qui se contredisent. Et je pense que le rôle d'un romancier, c'est précisément de raconter ça. Je déteste l'idée d'appartenir à un camp, je déteste les groupes, je déteste les tribus, je déteste le patriotisme, ça n'est pas du tout ma personnalité. Je veux être une femme libre, j'aime me déplacer. Je n'aime pas l'assignation à résidence parce que j'aime pouvoir être insaisissable, être là où j'ai envie d'être. Je viens aussi d'un pays et d'un continent où beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Je pense qu'on oublie trop souvent le fait qu'une des plus grandes injustices dans ce monde, c'est qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont nés avec un certain passeport, pourront découvrir le monde, et d'autres qui, à 18, 20 ans, rêvent de le découvrir et ne le découvriront jamais, ou alors devront payer ça de leur vie. Donc, moi, je connais le prix de ma liberté et je vais l'user jusqu'à la corde et jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et sur ce point, justement, vous avez dit quelque chose que je trouvais de très juste, et j'aimerais que vous le développiez un peu. C'est que vous avez dit souvent, en Europe, en France ou ailleurs, on considère le Sud comme un bloc, et on oublie complètement le caractère très cosmopolite du Sud, des Suds, de votre pays, du Maroc, cette diversité. Peut-être dire quelques mots là-dessus, parce que je pense que c'est très très important. On a tellement l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'uniforme, parfois certains le perçoivent comme menaçant, enfin vous l'avez dit tout à fait à tort bien évidemment, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur cette extraordinaire richesse, diversité que représentent tous ces espaces? Bien sûr, moi j'ai été pendant longtemps reporter dans un journal qui s'appelle Jeune Afrique, donc le continent africain est un continent que je connais bien, et je peux vous dire que les élites africaines sont beaucoup plus cosmopolites que les élites européennes. Elles sont beaucoup plus ouvertes, elles parlent beaucoup plus de langues, elles ont voyagé partout et elles ont un rapport au monde qui est, en tout cas aujourd'hui, dans notre monde post-moderne, oui, elles ont un rapport au monde qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus optimiste que les populations européennes. Et j'ai souvent le sentiment que l'Europe aurait beaucoup à gagner à s'intéresser à cette énergie qui vient du Sud et à ce cosmopolitisme qui vient du Sud. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ces élites, elle a été construite avec une véritable foi dans les valeurs européennes. Je crois que l'universalisme européen, les lumières européennes, la liberté, la fraternité, souvent on y croit plus au Sud que sur le continent européen lui-même. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des milliers de gens qui sont prêts à mourir pour atteindre ce continent européen dans lequel ils ont encore de l'espoir. Et c'est tout à fait un mensonge que de faire croire aux gens que les gens montent sur des bateaux et risquent leur vie et la vie de leurs enfants pour voler le travail des Européens ou pour je ne sais quel désir de remplacement. Non, c'est parce qu'il y a encore cette vision et cet espoir dans l'Europe. Et l'Europe, en réalité, elle croit très peu en elle-même aujourd'hui. Elle est désabusée d'elle-même. Elle croit peu dans ses valeurs. Alors que j'ai le sentiment que dans nos pays, et je prends par exemple l'exemple du Maroc, le Maroc est un pays où on parle plusieurs langues. Si vous vous baladez au Maroc, c'est un pays où on parle le français, où on parle l'espagnol, où de plus en plus de jeunes parlent l'anglais. C'est un pays où les gens ont un désir très grand de voyage, de mélange, de mixité, une curiosité à l'égard du monde qui est immense, et puis une curiosité à l'égard de l'autre, de l'altérité de manière générale. Quand vous êtes un étranger, que vous arrivez au Maroc, l'accueil qui vous sera donné est en général un accueil très chaleureux, très hospitalier. Il n'y a pas du tout ce rapport à l'autre qui s'est installé en Europe. Donc c'est vrai que nous, Afropéens, comme ont pu le dire certains intellectuels africains, nous les Afropéens, je pense qu'aujourd'hui nous défendons un cosmopolitisme qui est mortifère malheureusement dans le monde occidental, aux États-Unis comme en Europe, mais nous continuons à y croire. Merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué le thème de l'altérité. Alors, je vais me permettre de vous citer. Vous avez dit, pour expliquer votre
votre travail d'écriture. Ce que j'aime le plus au monde, c'est plonger dans l'intimité des personnages, explorer leur âme, raconter ce qu'ils ressentent de secret. Et vous dites que vous avez une passion pour les autres et qu'au fond, c'est peut-être ça qui vous a conduit à écrire. Est-ce que vous le confirmez ? Ah oui, oui, tout à fait. J'ai gardé la même passion et le même sentiment pour les autres que quand j'étais enfant. À la fois, les autres me fascinent, ils me font un peu peur. J'ai envie toujours de les observer. Ils me font peur précisément parce que j'ai ce sentiment très fort de leur existence. Je vois bien qu'ils sont d'autres que moi, qu'ils ont une voix dans leur tête comme moi, qu'ils ont des secrets comme moi, qu'ils ont des tristesses ou des joies que je ne peux pas voir dans une relation, enfin, quand on se croise ou qu'on se dit simplement bonjour. Et donc tout ce secret qui se cache derrière l'autre me fascine, m'oblige aussi et me met dans une sorte de situation, voilà, de fascination. Et depuis que je suis toute petite, c'est un sentiment que je ressens et qui ne s'est jamais estompé ou qui ne s'est jamais affadi, qui reste aussi fort, aussi aigu que quand j'étais enfant, cette idée de percer le secret de l'autre, et puis même parfois de ne pas le percer, mais de savoir que je suis entourée de milliers, de millions de gens que je ne connaîtrai jamais, qui ne me connaîtront jamais, et que l'on vit comme ça ensemble, et en même temps dans la possibilité chacun, voilà, d'une sorte de secret et d'intimité, et je trouve ça très beau. Merci beaucoup. Vous avez employé aussi le mot de, alors un peu cette peur que vous avez de, voilà, d'aller vers autrui, de le décrire, de l'écrire, et vous avez dit aussi que tout processus de création demande un mélange à la fois d'orgueil, parce qu'il faut croire un minimum en soi, et surtout de très, très, très grande modestie. Et puis, vous avez ajouté qu'on peut avoir peur de se lancer dans l'écriture, mais une fois qu'on est dedans, on y va. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ce mécanisme-là, si je puis dire ? C'est un mécanisme très mystérieux, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer. Au début, c'est vrai qu'on a très peur parce qu'effectivement, il y a ce mélange, comme je le disais, il faut un peu d'orgueil, il faut se dire que ça a un intérêt de rester 10 heures par jour devant une feuille blanche pour raconter quelque chose et qu'un jour les gens auront peut-être envie de lire ce qu'il y a écrit sur cette feuille, et puis même au-delà du fait que des gens aient envie de le lire, qu'on puisse soi-même prendre une forme de plaisir à écrire, à se relire. Il faut aussi beaucoup d'humilité. En tout cas, moi, c'est ma vision de l'écriture. Tous les écrivains ne le voient pas comme ça, mais pour moi, l'écriture est toujours une entreprise vouée à l'échec. On n'atteint jamais son but, on n'arrive jamais à décrire totalement ce qu'on voulait décrire, on n'arrive jamais à percer l'intimité d'un personnage aussi loin qu'on le voudrait. Donc on place un horizon, on essaye de s'approcher de l'horizon, mais il ne cesse de reculer. Donc oui, on a très très peur au début, on a peur du ridicule, on a peur du vide, on a peur du silence. Mais ensuite, en tout cas pour moi, se crée une sorte de refuge, une sorte de bulle dans laquelle on se met à vivre, comme un espace parallèle, une vie parallèle à la vraie vie. Et moi, je crois que j'aime beaucoup plus la vie dans les livres que la vraie vie. La vraie vie m'a toujours un peu ennuyée. La vraie vie, je l'ai toujours trouvée très triviale, très prosaïque. Je n'aime pas m'occuper, je n'aime m'occuper de rien. Je n'aime pas m'occuper des robinets qui fuient ou faire le ménage ou jouer au Lego avec mes enfants. Je n'aime rien de tout ça. J'aime être enfermée dans une chambre à écrire. Et je trouvais toujours que la vie Je me rappelle quand j'étais enfant et je voyais mes parents, on rentrait tous les soirs et on dînait, et je me disais mais c'est pas possible, ça peut pas être ça la vie, on peut pas tous les jours être en famille à dîner comme ça et à se regarder et puis c'est tous les jours pareil. Et moi je me disais je vais en mourir, je vais mourir d'ennui, et donc voilà, il fallait que j'écrive pour pas mourir d'ennui. Merci. Une chose aussi qui me frappe, et certainement tous nos amis qui sont là, c'est que vous êtes bien sûr une écrivaine, mais vous êtes aussi engagée. Vous êtes engagée, je crois, on peut le dire, dans l'espace public. D'ailleurs, vous avez dit « je suis féministe », donc vous avez déjà exprimé cet engagement-là.
Donc j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui à l'engagement des intellectuels, au poids qu'ils peuvent représenter pour essayer d'améliorer ou changer un peu le monde? Est-ce que peut-être, alors ça vous allez me dire, est-ce que on pourrait peut-être même dire que c'est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui une partie du monde plonge dans la barbarie du fait de certains États, de groupes qui font le choix de détruire, d'attaquer nos valeurs, celles qui nous fondent. Alors peut-être qu'aujourd'hui on a la parole de l'écrivain, de l'écrivain engagé, de l'intellectuel engagé. Cette parole-là, elle est peut-être plus que jamais indispensable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, moi je crois qu'elle est très importante, et puis je pense qu'elle est utile. En revanche, je ne pense pas qu'elle soit obligatoire, c'est-à-dire que je crois que l'écrivain ou l'artiste est par définition un être libre, il a le droit de ne pas s'engager s'il n'a pas envie de s'engager, s'il veut simplement écrire des poèmes dans sa remise isolée et ne parler à personne, il en a tout à fait le droit, et s'il veut s'engager sur tous les fronts, il en a tout à fait le droit aussi, mais je crois que le travail d'écriture, c'est un travail aussi d'éclaircissement du monde. À la fois, on met en lumière la complexité de ce que c'est que de vivre, combien c'est complexe, combien c'est difficile, combien on fait d'erreurs, combien on se trompe, combien c'est beau aussi, combien tous les sentiments qui nous traversent dans cette vie qui est très très courte et où on ne fait que croiser les autres et puis c'est déjà terminé. Donc il y a pour moi dans l'écriture déjà une forme d'engagement dans le simple fait de témoigner de ce que c'est que de vivre et puis par ailleurs d'apporter une forme de refus face à cette barbarie, face à ces tyrans, face à tous ceux qui veulent écraser la dignité humaine, qui veulent refuser à certains le droit de vivre comme ils l'entendent, qui veulent refuser à certains le droit d'avoir une prise sur leur destin, de s'émanciper, de vivre dans la paix, de vivre dans la concorde. Je crois que raconter une histoire, c'est toujours aussi contrer les tyrans. On dit « il était une fois », à partir du moment où on dit « il était une fois », c'est qu'on dit qu'il y a une autre réalité possible, que le réel n'est pas la seule réalité. On n'est pas obligé d'être écrasé par le réel. Si on peut inventer des histoires, c'est qu'on peut inventer l'avenir. C'est qu'il y a autre chose que le réel. Donc pour moi, c'est de toute façon une forme d'engagement que de raconter des histoires. Donc oui, très très jeune, moi j'ai été révoltée par les injustices que subissaient les femmes de ma famille ou d'autres, des femmes dans ma famille, il y a des femmes qui ont subi des mariages forcés, il y a des femmes qui ont été des femmes battues, il y a à l'époque dans le Maroc dans lequel j'ai grandi, une femme pouvait se faire répudier comme ça, perdre la garde de ses enfants, c'était terrible. Les femmes aujourd'hui encore qui n'ont pas le droit d'avorter, je suis révoltée contre toutes les lois qui interdisent l'homosexualité. C'est des engagements qui sont pour moi des engagements humanistes. Je pense que n'importe quel être humain a le droit de disposer de son corps et de son cœur et de vivre tel qu'il l'entend. La vie est trop courte et trop dure pour que des gens s'arrogent le droit de dire comment on devrait vivre et comment on devrait aimer. Donc ça, ce sont des engagements pour moi qui sont fondamentaux et que je ne cesserai jamais d'avoir, quelles que soient les pressions qui seront exercées sur moi. Vous avez employé le terme d'humanisme. Nous sommes donc aujourd'hui à Sofia. Je sais que c'est un écrivain bulgare que nous aimons beaucoup ici en Bulgarie, que nous aimons aussi beaucoup en France, grâce d'ailleurs au travail extraordinaire de la traductrice Marie Vrina, qui est Georgi Gospodinov. Voilà, et je crois que vous étiez dans le jury du Booker Prize, vous l'avez même présidé. Pourquoi je mentionne cela? C'est parce que je crois que j'ai envie d'évoquer vos influences. Vous m'aviez dit d'ailleurs que vous aviez été, en tant qu'étudiante, je crois, pendant 1 an en Hongrie, et puis des passages aussi en République tchèque et ailleurs en Europe centrale. Donc j'aimerais, et je pense que le public ici, tous nos amis aimeraient savoir un peu, est-ce que, si vous portez un intérêt tout particulier aux écrivains, aux auteurs, aux autrices d'Europe centrale et orientale, et peut-être nous dire lesquels comptent ou ont compté pour vous. Oui, alors moi, vraiment, mes amours littéraires sont vraiment de ce côté-là du monde. Ça a commencé beaucoup par la Russie. J'ai été élevée vraiment avec les écrivains russes qui ont été le plus grand choc littéraire pour moi, parce que pour moi, les romanciers russes du grand siècle
voilà, de Tolstoï à Dostoïevski, enfin ces très grands-là, puis ensuite plus tard, Tchekhov, ou même les novellistes comme Ivan Bounine, Bulgakov, tout ça. Pour moi, ils poussent le roman aussi loin qu'on peut le pousser parce que les écrivains russes ont une vision métaphysique du roman. Le roman est capable d'endosser les plus grandes questions de l'humanité. Pourquoi est-ce que le mal existe? Comment faire dans un monde sans Dieu? Enfin, toutes ces grandes questions qui sont moins présentes dans le roman français, qui est un roman plus bourgeois, qui est un roman plus d'observation sociale. Même si j'aime beaucoup, bien sûr, la littérature française aussi. Donc, mes premiers chocs ont été là. Et quand j'étais petite, vers l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à être vraiment sûre que j'étais d'Europe de l'Est. J'étais sûre que j'étais réincarnée, enfin que j'avais vécu dans cette partie du monde. Ensuite, j'ai commencé à beaucoup lire Kafka, puis j'ai lu Joseph Ross, et puis j'ai lu Stefan Zweig, et puis j'ai lu tous ces auteurs-là. Et puis ensuite Kundera, qui a été un très très grand choc pour moi. Et voilà, j'ai toujours eu cette espèce de conviction qu'il y avait en moi une sorte d'ADN qui venait de cette région du monde. Et c'est pour ça que quand j'étais étudiante, j'ai passé une bonne partie de mon temps à voyager en Europe centrale et en Europe de l'Est. Je suis allée dans beaucoup de pays, j'y ai rencontré beaucoup d'écrivains, j'ai lu beaucoup de livres sur cette région qui... justement, sans doute aussi interroge, surtout à l'époque, surtout dans les années 20 et 30, interroge aussi ce cosmopolitisme dont on parlait avant. C'est peut-être une des grandes régions du monde où il y a eu pendant peut-être 20 ans, 25 ans, une sorte de parenthèse enchantée où des écrivains ensemble à Vienne, à Prague, ont pu penser que peut-être on allait se débarrasser de ce que Stefan Zweig appelait ces horribles épouvantails que sont la classe, la race et l'origine. Et à un moment, ça a semblé possible. Et puis, oui, j'aime la noirceur qui existe aussi chez ces écrivains. J'aime le fait que ce sont des pays qui sont des pays avec une grande, en tout cas de la façon dont ils sont décrits, une grande diversité culturelle, des communautés religieuses différentes, des voix juives, des voix chrétiennes, des gens qui vivent ensemble, qui parfois se détestent, parfois se côtoient. Et au fond, ça peut paraître étrange, mais venant de là d'où je viens, je me sentais extrêmement proche de cette région aussi qui a un rapport à l'Occident qui est particulier. C'est ce que Kundera a très bien raconté. C'est à la fois la littérature d'Europe centrale est une littérature profondément européenne, mais il faut aussi que l'Europe accepte de déplacer son centre et de reprendre pour elle cette littérature qui est à ses fondations. Donc pour moi, oui, je crois que ma vision de l'Europe, paradoxalement, elle part du Sud et de l'Est. Vous avez mentionné le nom de Milan Kundera. Vous avez dit les mots qu'il faut pour évoquer l'importance fondamentale de Milan Kundera pour nous tous, parce que c'est peut-être et très certainement grâce à Milan Kundera que nous avons mesuré en France l'ampleur, la dimension exceptionnelle, la contribution exceptionnelle de l'Europe centrale pour notre conscience commune européenne. Je crois qu'il y a un livre de Milan Kundera qui vous a beaucoup marqué, et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, qui est L'insoutenable légèreté de l'être. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots ? Oui, c'est un livre que j'ai découvert quand j'étais adolescente. C'est un livre que ma mère était en train de lire et dont le titre m'avait vraiment beaucoup intriguée. Je le trouvais très très beau et incompréhensible. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire, l'insoutenable légèreté de l'être. Mais je trouvais ça vraiment très beau et c'était dans notre maison dans le nord du Maroc et ma mère est allée à la plage et puis elle a laissé le livre sur la table de nuit et j'ai volé ce livre très mystérieux, je l'ai ouvert et je suis tombée sur des pages très très érotiques et donc j'ai cru au début que l'insoutenable légèreté de l'être en fait ça avait à voir avec quelque chose de très érotique. Donc j'ai lu ces 2 pages, je les ai refermées et puis peut-être quelques mois plus tard ou 1 an plus tard j'ai relu ce livre et puis je n'ai plus jamais cessé de le relire. Je crois que la lecture, c'est aussi comme une rencontre. Il y a des livres dont on tombe amoureux, comme on tombe amoureux de quelqu'un, et des livres dont on n'arrive jamais au bout ou à bout, des livres qui continuent de vous séduire à chaque fois que vous les lisez, qui vous paraissent à chaque fois différents. Ce livre, c'est comme si j'avais l'impression qu'il avait été écrit pour moi, et aujourd'hui, je
comprends maintenant ce que veut dire l'insoutenable légèreté de l'être, et j'ai l'impression que c'est exactement la façon dont je vois le monde et dont je vois la vie, c'est-à-dire à la fois le sentiment que l'existence est totalement absurde, qu'elle est parfois même vaine, ou qu'elle, en tout cas, voilà, elle n'amène à rien, et en même temps, ce sentiment de légèreté qui fait que l'on vit, voilà, qu'on vit avec cette légèreté, avec cette intensité, avec cette impression qu'on sera éternel. Et c'est très beau, et j'y pense à chaque fois que je construis un personnage, je pense à ça, à cette insoutenable légèreté de l'être. Et toujours pour évoquer Milan Kundera, je crois que c'est à l'âge de 16 ans, et vous arrivez, je dirais, une surprise, quelque chose d'inattendu lié à Milan Kundera. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, je lui ai envoyé un manuscrit qui lui était dédié, et qui était un livre sur voilà, une sorte d'hommage à l'insoutenable légèreté de l'être. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de lui qui comportait un très grand dessin qu'il avait fait pour moi, et qui était signé de Milan Kundera, que j'ai toujours dans mon bureau, et qui est sans doute l'objet auquel je tiens le plus au monde. Alors, puisque nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir Madame Kitinska qui est votre traductrice, j'aimerais qu'on évoque aussi la question des langues. Vous avez dit dans un entretien, plus on parle de langue et plus on gagne en humanité. Vous avez choisi le français, ou le français vous a choisi, et vous avez dit à propos du français que vous avez choisi que vous voulez parler une langue française belle, riches, et qui nous permettent de résister aux manipulations, aux tyrans. Je trouvais que cette formule était très forte et très puissante. Mais je me tournerai donc vers notre traductrice. Quelles ont été vos impressions en traduisant Madame Leila Slimani en bulgare ? Tout d'abord, permettez-moi de faire une petite parenthèse, parce que la conversation est tellement intéressante que ça me pique des points, comment dire, sensibles dans le cerveau. Merci pour votre vision sur la famille. Comme ça, je me sens moins seule. Et ça me fait penser à un passage d'un écrivain français que j'apprécie beaucoup et qui est un peu oublié, Félicien Marceau, qui dans un de ses livres disait « Mais comment s'appelaient les sadistes avant le marquis de Sade ?» Ils se sentaient, comme ils n'avaient pas un nom, ils se sentaient des monstres uniques, solitaires, impardonnables. Voilà. Maintenant, je me sens plus comme ça par rapport à la vision de la famille. Bon, pour revenir à la traduction du livre, j'ai pensé à la traduction elle-même uniquement les 5 premières pages, parce qu'ensuite, ça m'a entraîné dans des profondeurs. Il y a un thème qui à mon avis, est un thème récurrent pour toute notre époque, pour le monde entier où on habite, et c'est justement l'entre-deux-cultures. Avec les développements géopolitiques ici et là, vous voyez qu'il y a des gens qui sont contraints de quitter leur culture. Je parle des réfugiés, mais il y a aussi la possibilité des jeunes gens d'aller faire des études ailleurs. Toute cette mobilité qui crée une sensation de liberté, mais en même temps de contrainte, parce que chacun porte une culture d'origine, et ensuite, ou bien il est obligé disons, de s'incliner à une autre culture parce qu'il est obligé, ou bien il fait le choix d'admettre que certains traits de sa culture d'origine, il ne voudrait pas les avoir en patrimoine, ou bien il ne voudrait pas les transmettre en patrimoine. Il voudrait plutôt accepter des traits d'une culture qu'il a rencontrée un peu plus tard, qui parfois est en conflit avec sa propre culture. Et ici, je n'évoque pas le contexte concret des pays qui ont subi la colonisation. Même, moi par exemple, je partage ma vie avec quelqu'un de l'autre bout du monde. Avec la Bulgarie et le Japon n'ont presque pas eu de rapport, sauf dans le domaine de la culture et encore. Donc il s'agit de 2 cultures tout simplement très éloignées,
et qui sont construites sur des bases différentes. Je suis de père et de mère bulgare, donc ma culture d'origine elle ne fait pas de doute. J'ai vécu l'époque de socialisme où on n'était pas contraint de nous sentir des Russes, parce que dans toute doctrine totalitaire, vous savez que le patriotisme fait partie, donc on nous faisait nous sentir bulgares. Mais en même temps, en découvrant tout d'abord la langue française, ensuite mon mari, par mimétisme, j'ai commencé à me sentir plus proche des traits d'autres cultures. Parfois, j'ai un peu répugné certains traits de ma culture. Et donc, même à mon âge, je trouve que cette question, elle est elle m'impacte beaucoup. Et dans le cas de ma fille qui est vraiment entre deux cultures, je sens qu'elle vacille, qu'elle hésite. Donc cette hésitation, il ne s'agit même pas de pays qui ont été, de cultures plutôt, qui ont avait des hostilités ou bien des conflits entre elles. Mais en même temps, c'est tellement différent que ça crée des incertitudes, des insécurités. Et toute cette génération qui est en train de grandir maintenant, à mon avis, elle est impactée par ce processus. Donc le thème le plus important et que j'ai vécu très personnellement de ce livre, c'est ça, l'entre-deux-cultures. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps à penser à la traduction elle-même parce qu'il y avait le sujet qui m'attirait, qui m'entraînait en lui. Et j'espère avoir pu au moins transmettre comment dire, cette... je l'ai vécu comme angoisse réfléchie sur la question, d'autant plus que tout ça se passe la nuit. Vous savez, la nuit, on est plus émotif, plus successible à exagérer un peu, comment dire, à éprouver des regrets qui, le jour, sous le grand soleil, n'existent pas ou bien il arrive à refouler. Mais la nuit, ça ressort, tout ça ressort. Et je pense que, dans ce sens, la couverture du livre aussi est assez réussite. Voilà, c'est... Présenté au public. Vous connaissez peut-être la gravure de Goya, Le sommeil de la raison engendre des monstres. Mais ici, on a essayé un peu quand même de mettre les couleurs, parce que ce n'est pas vraiment une angoisse noire. Ou bien je ne l'ai pas vu comme ça. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, ça signifie que la double culture, elle peut être une richesse, une force, mais peut aussi être un élément d'inquiétude, d'angoisse, d'insécurité, voire même de marginalisation, puisqu'on ne trouve plus sa place nulle part, ou surtout on est rejeté, parce que certains vous diront vous n'appartenez pas à cette nation, vous n'appartenez pas non plus à cette nation, vous êtes dans un entre-deux, et on ne veut pas de vous. On sait bien qu'en Europe, malheureusement, dans le passé, certains, voilà, il y a eu des tentations de détruire justement tous ceux qui étaient dans le mélange. Je ne sais pas, Leïla, si vous avez peut-être, ça serait intéressant d'avoir un échange sur ce point. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Bien sûr, aussi? non, Enfin, non. Je le partage totalement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la figure du métis a toujours été une figure inquiétante, notamment dans les régimes fascistes ou les régimes totalitaires, ont toujours empêché toute forme de mixité, parce que pour eux, la figure du double ou la figure du métis est par définition la figure du traître. Parce que le problème de quelqu'un qui a deux cultures, c'est qu'on ne sait jamais dans quel camp il est, on ne sait jamais de quel côté il est. Alors moi, je suis une très grande fan de foot, donc j'utilise souvent la métaphore du foot. Moi, mon grand problème, c'est les matchs de foot. Quand je regarde un match France-Maroc, je sais très bien les regards qui se portent sur moi et que je suis censée choisir telle équipe ou telle équipe. Mais en fait, c'est un peu comme ça tout le temps dans la vie. Et vous êtes toujours un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire que si je suis en France et que quelqu'un me dit « Ah, les Marocains », ou je dis n'importe quoi, « Les Marocains, ils sont misogynes, j'aime pas leur façon de traiter les femmes », je vais me mettre très en colère en disant « Mais c'est un cliché, c'est un préjugé et tout ». Mais de la même manière, si je vais au Maroc et qu'il y a un Marocain qui me dit « Ah, nous, les Marocains, on est merveilleux avec les femmes », je vais lui dire « Non, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai du tout ». Donc, on est tout le temps comme ça, partagé d'un côté et de l'autre. Donc, ça peut être une grande source d'angoisse. Appartenir, ça rassure. Appartenir à un camp, savoir où on est, avoir des pensées comme ça qui ont été prémâchées, qui ont été pensées par d'autres, c'est très rassurant. L'incertitude, c'est angoissant, mais c'est très beau. Et on ne peut pas créer sans incertitude. Et je voudrais juste dire sur la traduction...
Vous parliez de Gorgi Gospodinov juste avant. D'une certaine façon, c'est comme ça que j'ai rencontré Gorgi, puisque le Booker Prize que j'ai présidé, c'est un prix de la traduction, qui a été remis à Gorgi Gospodinov et à sa traductrice en anglais. Et ça a été aussi l'occasion de parler des traducteurs et de la traduction. Moi, j'ai la chance d'être traduite dans plus de 40 langues et de connaître beaucoup de mes traducteurs. Beaucoup d'entre eux sont devenus parmi mes meilleurs amis. Ma traductrice allemande, ma traductrice espagnole. C'est un métier très difficile. C'est un métier où on ne gagne pas beaucoup d'argent, qui n'est pas très valorisé malheureusement. Et c'est un métier fondamental. Sans les traducteurs, je ne serais jamais l'écrivaine que je suis devenue. Parce qu'enfant, j'ai lu des livres traduits en français sans même savoir que c'était traduit. J'étais toute petite à l'époque et j'avais l'impression qu'ils avaient été écrits comme ça. Pour moi, je ne me rendais pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et les traducteurs sont des gens qui jettent des ponts entre les pays, entre les civilisations, entre les langues, qui permettent aux auteurs aussi de se rencontrer, qui permettent aux auteurs de se déplacer. Je ne viendrais pas en Bulgarie si je n'avais pas de traducteurs. Donc, je suis vraiment toujours très engagée aussi à faire en sorte que les traducteurs, notamment les traducteurs littéraires, puissent avoir une meilleure, être mieux mis en lumière, être mieux valorisés par les maisons d'édition et que les gens se rendent compte de l'importance que c'est de lire de la littérature traduite et du privilège qu'on a de pouvoir lire de la littérature traduite. Parce que si on ne lisait que dans notre langue, on s'ennuierait énormément. Merci beaucoup. Ceci dit, je voudrais mentionner les noms des deux autres traducteurs parce que quand même il y a 3 livres qui sont parus en bulgare. Voilà. Donc c'est Madame Raina Stefanova pour Chanson douce et Krsimir Kavaldziev pour Dans le jardin de l'ogre. Et bien sûr notre collègue Iva Dikova qui nous fait le plaisir maintenant de transmettre nos paroles en français, en bulgare. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que nous avons vraiment une grande admiration pour le travail des traductrices et des traducteurs, c'est absolument indispensable. Et vous avez eu les mots tout à fait justes parce que, effectivement, vous êtes ici, nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir ici à Sofia grâce au travail d'une traductrice, grâce au travail de Madame Kitinska. Et c'est vrai que voilà, nous avons une dette véritablement à l'égard des traducteurs, parce que c'est eux qui font le lien entre les cultures et qui nous aident à les découvrir. Et de la même façon, Madame Marie Vrina, qui est une grande traductrice du bulgare vers le français, qui nous aide justement à connaître tous les grands noms de la littérature bulgare. Donc c'est quelque chose de tout à fait formidable. Alors peut-être, du coup, je vais aller vers une sorte de point final, et puis peut-être après, chez nos amis dans le public, faire circuler le micro pour des questions. Au fond, je pense que toutes les deux, vous seriez d'accord pour dire que... Vous disiez que vous n'aimez pas le mot patrie, patriote, vous n'aimez pas trop. Mais si je vous dis que le français est quand même la langue, française est votre patrie, l'accepteriez-vous? Et vous-même, en tant que femme bulgare, accepteriez-vous de dire que, d'une certaine façon, comme deuxième patrie, parce que vous en avez peut-être d'autres encore, le français est aussi votre patrie. Voilà, c'est une question que je vous pose sur être patriote, la langue et le patriotisme. Oui, je dirais... Déjà, dans patrie, il y a père. Hein. C'est toujours une vision aussi très patriarcale. C'est toujours le père. Moi, ma patrie, c'est ma mère. Hein, pour être tout à fait honnête. Ma plus grande patrie, c'est ma mère. C'est le corps de ma mère. C'est mes sœurs. Donc déjà, j'aime pas cette espèce de masculinité associée à la patrie. Alors, matrie. Voilà, ma matrie. Non, et puis oui, la langue française, oui, mais une langue française... La langue française, quand elle est accueillante, quand elle est inclusive, comme on aime dire maintenant, une langue française qui accueille tout le monde avec ses fautes, avec ses erreurs, avec ses balbutiements. Je pense que c'est très important aussi aujourd'hui de défendre une langue française qui soit à la fois belle et précise, mais en même temps une langue française qui ne soit pas arrogante. Je connais beaucoup de gens qui parlent français et qui n'osent pas parler français parce qu'ils ont le sentiment qu'on va les juger, parce qu'ils ont le sentiment que c'est une langue, si on ne la parle pas parfaitement, eh ben, c'est pas la peine, que c'est pas fait pour vous. Alors que l'anglais, vous pouvez aller n'importe où, vous allez en Angleterre, vous débarquez en Angleterre, vous parlez quelques mots, ben, vous y allez, et vous vous lancez, et les gens vont pas vous juger. Donc oui, la langue française serait ma matrie ou ma patrie, à partir du moment où c'est une langue qui accueille tout le monde et qui laisse le droit à l'erreur à tout le monde. Et vous-même, êtes-vous d'accord avec cette définition ? Bien sûr, bien sûr. Accepteriez-vous de dire que le français est aussi votre patrie ? Normalement, la langue, c'est un moyen de communication.
Mais c'est peut-être plus vrai pour les francophones nés, parce que pour nous qui avons commencé à apprendre le français, par exemple, à l'âge de 14 ans, c'était un monde à découvrir. Donc, on n'a pas pensé à ces aspects. C'était plutôt vous savez que chaque langue, c'est une manière de penser, une mentalité. Donc, il y a des nuances dans les constructions grammaticales en français qui traduisent des nuances de la pensée que nous n'avons. Enfin, ce n'est pas que nous n'avons pas, mais que nous utilisons moins ou bien auxquels on ne pense pas tout le temps. Donc, utiliser déjà d'autres formes grammaticales, ça nous fait élargir la pensée. C'est pour ça que, oui, pour moi, le français est une patrie d'accueil qui m'a, enfin, comment dire, qui a élargi mon bulgare. C'est peut-être paradoxal, mais la langue française a élargi mon bulgare. Et même, il y a la dame la propriétaire de la maison d'édition qui m'a fait remarquer que depuis que je travaille à la francophonie, mes traductions en bulgare sont meilleures. Alors là, au premier moment, je me suis dit, mais écoutez, c'est un paradoxe. Et puis non, c'est pas du tout ça. Tout simplement, à travers le français, j'ai retrouvé la richesse et les possibilités de ma langue natale. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut vous applaudir pour ces échanges passionnants. Merci. Et j'invite maintenant nos amis dans le public à poser des questions. Je pense que nous disposons encore d'une petite demi-heure. Voilà, un micro va circuler. Alors, je ne sais pas où il est situé. Ah ben voilà, c'est Édouard qui a le micro. Je crois qu'il y a une première question. Merci beaucoup pour ces échanges et pour ce moment suspendu. Ça fait vraiment très plaisir dans ces temps. Ma question, vous avez évoqué Stefan Zweig, qui s'est suicidé en 1942 parce qu'il n'arrivait plus à avoir de confiance, ou il voyait plus d'avenir en l'humanité. Et moi qui ai grandi après cette période, j'ai passé une enfance ou un début d'âge adulte qui était fantastique. Donc, est-ce que vous avez confiance en l'avenir à une période où on vit quand même aussi des bouleversements? Je ne dirais pas les choses comme ça, non. Je n'ai pas confiance en l'avenir. Je pense que l'avenir est insaisissable, n'est pas écrit et imprévisible. N'importe quoi peut arriver. Je m'attends à tout. Je crois que j'ai une vision assez sombre de la nature humaine. Je sais ce dont l'homme est capable, donc je ne me berce pas d'illusions. Je sais que le pire peut arriver, mais je sais aussi que le meilleur peut arriver. Donc j'ai envie d'être actrice de mon destin, d'être actrice du destin des pays ou des lieux où je peux me trouver et où je peux avoir une influence. Vous savez, je reçois très souvent des courriers de lecteurs. Et très souvent, je reçois des courriers, par exemple, de jeunes hommes qui me racontent qu'ils ont lu mes livres. Alors là, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une lettre d'un jeune homme français qui est tombé amoureux d'une Marocaine. Et ce jeune homme français, il avait été élevé dans un milieu catholique très très conservateur, opposé au mariage homosexuel, opposé à l'avortement. Il avait eu une éducation très conservatrice. Et il est tombé amoureux de cette femme. Et puis, tombant amoureux de cette femme, il a décidé de s'intéresser un peu plus au Maroc, à la culture marocaine. Cette femme l'a quitté, il a lu tous mes livres. Et puis, il m'a écrit une lettre pour me dire que, voilà, il avait changé d'avis. Et qu'il se rendait compte que ce que cette femme lui reprochait, c'est-à-dire d'être obtus et de ne pas se rendre compte, il avait changé d'avis, qu'il ne dirait plus jamais certaines choses qu'il avait pu dire sur l'avortement. Donc on se rend compte qu'on peut changer, peut-être pas le monde, mais 1 ou 2 personnes ou 10 personnes, et c'est déjà pas mal. Et puis j'ai des enfants, et à partir du moment où on a des enfants, je trouve que ne pas avoir confiance en l'avenir, ce serait quand même extrêmement cruel à leur égard. Et puis, à mes yeux, l'optimisme, c'est plutôt une forme de devoir politique. On vit dans un monde dans lequel
il y a des gens qui s'appellent les terroristes. Donc les terroristes, c'est quoi? Si on revient à l'étymologie du mot, c'est des gens qui veulent régner par la terreur, donc des gens qui veulent que nous ayons peur, des gens qui veulent que nous soyons pessimistes, des gens qui veulent que nous n'ayons pas d'espoir. C'est le carburant même de ces gens-là et de tous les tyrans. Donc l'optimisme, c'est une façon de leur dire qu'ils n'ont pas gagné et qu'on continue à croire qu'un meilleur monde est possible, qu'on continue à croire au progrès. Donc à mes yeux, en tant qu'intellectuel et en tant que mère, ne pas croire en l'avenir ou ne pas avoir confiance en l'avenir, ce serait leur laisser la victoire et je ne la leur laisserai jamais. Merci beaucoup. D'autres questions? Édouard, voilà, je vois une main se lever. Moi, je suis complètement myope. Moi, j'ai mes lunettes, donc. Bonsoir, merci pour cette rencontre. Je m'appelle Olesia, je viens de la République Moldova. Maintenant, je suis étudiante à l'ESFAM. Et grâce à cet événement, j'ai connu une écrivaine marocaine. Je suis tout d'abord philologue, j'ai fait de littérature romaine, mais je dois reconnaître que je ne connais aucun. Jusqu'à présent, je n'ai pas connu aucun écrivain marocain. Et évidemment, j'ai commencé par lire Chansons douces. Même maintenant, j'ai fini ce roman. Je suis sous les impressions. J'ai vu les parallèles avec Dostoïevski. J'ai bien aimé la distance que vous prenez envers vos personnages. Vous avez bien créé la psychologie de chacun de votre personnage et j'ai beaucoup de questions, mais je me résume à une. Vous avez on a mentionné Gustave Flaubert. Et comme Gustave Flaubert il a dit que Emma Bovary c'est moi, je veux connaître en quelle mesure vous êtes dans vos personnages, parce que j'ai vu plusieurs problèmes sociaux dans ce roman. J'ai vu que la fin elle est ouverte et j'ai compris que vous détestez les solutions, moi aussi, et c'est pour ça que ce roman il est magnifique. Je vous félicite pour ça et je suis très enchantée de vous connaître. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je crois que quand Gustave Flaubert dit Madame Bovary, c'est moi, il joue sur un paradoxe, une ironie. Il est un homme d'un certain âge, un écrivain, et il dit je suis cette femme qui est une femme jeune et frivole. Ils n'ont rien à voir, et en même temps, il est elle et elle est lui, parce que dans le moment de l'écriture, on est totalement pris par son personnage, on devient son personnage. Donc moi, je suis beaucoup plus dans mes livres que je ne suis dans la vie. J'ai l'impression d'exister ou de dire beaucoup plus de choses sur moi ou d'exister beaucoup plus profondément dans mes livres que je n'existe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on existe la plupart du temps en surface. Notre relation souvent aux autres, la plupart du temps, est quand même assez superficielle. On ne peut pas parler toute la journée de choses très profondes, ou se confier, ou raconter nos secrets, nos chagrins. La vie avance et on doit vivre avec elle dans ce rythme de la vie quotidienne. D'un coup, la littérature, elle arrête le temps. Et donc, on peut être tout ce qu'on est, c'est-à-dire toutes les contradictions qu'on est, on abrite une multitude. Donc oui, il y a en moi cette nounou meurtrière, il y a en moi cette mère désespérée, il y a en moi aussi cet enfant qui a un rapport un peu étrange avec sa nounou, à la fois de fascination et parfois de détestation. Et c'est ça qui est assez extraordinaire quand on se met à écrire des romans, quand on écrit de la fiction. Au début, on est très intimidé, on se demande comment on va pouvoir raconter le point de vue de quelqu'un qui a vécu à une autre époque, qui est un homme qui a fait des choses dont on ne sait rien. Et en fait, c'est ça qui est absolument magnifique, c'est la présomption. On présume que cette personne qui a vécu cette expérience que l'on n'a pas vécu, eh bien l'a vécu de cette façon-là.
Et il se trouve que ça tombe juste. De la même manière qu'on va se retrouver à lire un livre qui a été écrit à 150 ans au fin fond de la Russie, et que moi je lis ce livre au Maroc et j'ai 14 ans et j'ai l'impression que ce livre décrit un sentiment que je suis en train de vivre à l'instant même où je le lis. Donc c'est là-dessus que repose la littérature. On présume qu'on pourrait être quelqu'un d'autre. La littérature, ça commence pour moi, l'art du roman, ça commence toujours par « et si ». Et si les choses étaient différentes? Et si j'étais une nounou? Et si j'étais un homme? Et c'est en fait un exercice de liberté. C'est exactement l'inverse de ce que font toute forme de dictature, que ce soit à l'intérieur de la famille, que ce soit dans la façon dont on peut vous éduquer, où on vous dit « tu es comme ça et c'est tout ». Et être un homme, c'est ça. Et être une femme, c'est ça. Et là, non, vous rétablissez de la contingence. Les choses sont comme ça, mais en fait, elles pourraient être autrement. Et si j'étais un petit garçon? Et si j'étais une vieille dame? Et d'un coup, le monde est très, 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 très large. Et d'un coup, tout ce qu'on vous a vendu comme nécessité absolue, ben c'est comme ça. Lui est un petit garçon, ça, c'est une vieille... Non, je suis aussi une vieille dame et un petit garçon et un vieux russe alcoolique et une grande bourgeoise anglaise, et je peux être tout ce que je veux. Et je pense que c'est ça qui est magnifique à la fois quand on est lecteur et quand on est écrivain. D'autres questions? N'hésitez pas, nous avons encore un peu de temps. Oui, là-bas. Je suis ravie, Madame Slimani, d'être avec vous. Je vais vous poser une question qui peut vous paraître bizarre, mais je trouve essentielle pour un grand écrivain et une écrivaine qu'on doit connaître. À l'époque, il y avait une émission avec laquelle je suis devenue un peu plus mûre et mieux, j'espère, qui s'appelait Apostrophe, de Bernard Pivot. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la télé française ou n'importe où, vous trouvez une émission qui vous prend aux tripes? Merci. Vous avez raison, Apostrophe, c'est une émission qui a marqué des générations et des générations, et puis il y a des passages d'Apostrophe qui sont mythiques, qu'on n'oubliera jamais. L'interview de Bukowski, de Nabokov, c'était des moments magiques. Je crois que malheureusement, à la fois le monde des médias a changé et le monde de la littérature a changé. On ne traite plus les écrivains de la même manière et la télévision n'a plus la place qu'elle avait autrefois. Avant, les gens avaient le poste de télévision dans le salon, on regardait Apostrophe tous ensemble, les parents, les enfants, les grands-parents. C'était une sorte de rituel. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Chacun est dans une pièce avec son écran, avec ça. Donc moi, c'est très simple. Chez moi, il n'y a aucun écran. Donc il n'y a pas de télévision, donc je ne regarde jamais la télévision, ni mes enfants. Donc voilà, je n'ai pas d'émission de télévision que j'aime bien. J'écoute la radio, il y a de très bonnes interviews à la radio, mais je dois dire que la critique littéraire aujourd'hui, elle a pratiquement disparu. Enfin, les grands critiques littéraires qui sont capables de prendre du temps pour travailler sur une œuvre, pour parler de la langue d'une œuvre, pour parler du style, ça n'existe pratiquement plus. Malheureusement, aujourd'hui, les livres sont toujours ramenés à leur sujet. De quoi ça parle? Alors, ça parle des femmes, ça parle du colonialisme, ça parle de l'inceste. Tout est vu d'une manière très, très sociologique et on ne s'intéresse plus à la littérature dans le temps long et pour ce qu'elle a d'universel et de ce qui dépasse finalement l'actualité ou l'écume de l'actualité. Et évidemment, les médias se comportent comme ça. Donc, non, il faut faire un peu le deuil de tout ça. Mais moi, je suis assez d'accord avec Kundera, avec Paul Auster ou avec Philippe Ross sur le fait que, de toute façon, moins un écrivain fréquente les médias et mieux il se porte. Ce qu'on a à dire, c'est dans nos livres. Et les questions qu'on nous pose, la plupart du temps, ça n'est que de la répétition un peu inutile. Et peut-être sur ce point, j'aimerais vous entendre, vous avez un point de vue très définitif sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un peu pour prolonger sur... je crois que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous les refusez, voilà, c'est ça, hein? Oui, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Déjà, j'ai très peu de temps, j'ai l'impression que le temps passe très très vite.
le temps de lire tous les livres que j'ai envie de lire, de faire les promenades que j'ai envie de faire, de voir les films que j'ai envie de voir, de m'occuper de mes enfants, d'écrire mes livres, de faire la cuisine. Et bon, voilà, je trouve que déjà ça demande beaucoup de temps. De voyager. Et puis par ailleurs, moi je me méfie beaucoup. Enfin, souvent les gens pensent que je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur des messages haineux, mais c'est pas du tout ça. Comme je l'ai déjà expliqué, ce que je n'aime pas, ce dont je me méfie en tout cas, c'est du désir de plaire. Je trouve ça horrible, ce truc des likes. C'est-à-dire cette idée de mettre quelque chose pour que les gens vous likent. Et alors après, on est content parce que les gens vous ont liké. Mais moi, j'ai pas du tout envie que les gens me likent. En fait, j'ai pas envie qu'on m'aime. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et j'ai pas envie d'être aimable, en fait. J'ai envie de pouvoir penser des choses pas du tout aimables et de les penser dans mon coin. Et je trouve que c'est pas du tout le rôle d'un écrivain d'être aimable. Aujourd'hui, tout le monde, les artistes, les intellectuels, les actrices, les acteurs, tout le monde doit être aimable et joli et gentil et faire des beaux sourires et dire des choses agréables. Moi, je pense énormément de choses désagréables sur plein de choses et je pense que c'est mieux que je les garde pour moi. Et sur ce point, j'avais peut-être une question complémentaire parce que vous considérez effectivement que la parole publique elle est importante, que l'écrivain engagé ça compte encore aujourd'hui. Et je me demandais s'il n'y avait pas non plus un piège derrière cela, parce qu'en fait, quand un écrivain s'engage, qui s'exprime publiquement, lorsqu'il reste silencieux, certains peuvent vous reprocher ce silence ou le surinterpréter. Comment on peut gérer le fait d'être dans la parole publique et parfois se retirer, alors qu'on attend peut-être parfois que tel écrivain commente tel événement politique, tel événement international, et on se dit tiens, mais il ne s'est pas exprimé, mais que pense-t-il, etc., etc. Comment gérer ça en fait, à votre avis? Ce qui ne doit pas être simple, mais... Pour vous dire les choses de manière vraiment très triviale, en s'en foutant complètement. Voilà. Moi, personnellement, je m'en fous complètement de ce que les gens attendent de moi. Enfin, je veux dire, de quel droit les gens attendent de moi que je dise ci ou que je dise ça? Puis on vit dans un tel bruit, il y a un bruit constant, tout le monde a un avis, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde insulte tout le monde, la parole est devenue laide, vulgaire, violente. Je pense que ramener un peu de silence et ramener un peu de calme, ça ne peut faire que du bien. Écrire des livres, c'est un travail très très compliqué, c'est très difficile d'écrire des romans. Moi, j'ai publié là pratiquement un livre par an ces dernières années, ce qui veut dire que c'est un travail constant, je travaille tout le temps. Comme je vous disais, je suis traduite dans 40 langues, je visite à peu près une vingtaine de pays en 1 an et demi dans ma promotion internationale, donc je travaille beaucoup. Moi, je n'ai pas le temps d'aller répondre à des trucs, de commenter ceci et ça. Je pense qu'un écrivain, il n'est pas là pour commenter, et je pense vraiment qu'il y aurait beaucoup de gens qui gagneraient à se taire un peu plus, parce qu'il y a beaucoup trop de bruit et qu'on n'arrive plus à penser et qu'on est agressé par ce besoin de chacun de donner son avis. Moi, je me souviens, dans mon éducation intellectuelle, mes parents sont des gens qui nous ont toujours appris à nous taire avant de donner notre avis, à garder un peu de silence et à laisser reposer une idée. Et parfois, l'idée, une fois qu'elle a reposé, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas si intelligente, cette idée, ou qu'elle n'est pas si originale, et que finalement, que attendre 2 heures de plus, c'est quand même pas mal. Et comme on dit au Rwanda, si tu veux être entendu, parle doucement. Merci beaucoup. Peut-être encore une dernière question. Oui, il y en a encore 2, et puis... Bonsoir. Alors, je suis Azar Sulid, tunisienne. Je suis très contente de participer, en fait, de remercier les femmes de nous avoir donné l'occasion de participer à cette rencontre. En fait, vous dites tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Alors, j'ai une question sur le livre Chanson douce. Alors, en tant que féministe, je suppose que je suis aussi féministe, mais j'ai l'impression que c'est une histoire vraie. Par exemple, quand je regarde Faites entrer l'accusé, il y a plein d'histoires qui parlent de nounous qui ont fait des drames. Je me dis, mais moi, hasard inconnu, l'impression que j'ai directement, je dis, mais en fait, le problème, c'est que comment on ose faire appel à une nounou, une maman, comment elle ose faire ça,
à son enfant. C'est d'une atrocité, c'est atroce pour un enfant. Donc est-ce que pour vous, c'était une critique implicite pour dire que même la femme, elle est émancipée, libre, ça a un prix, et qu'un couple, même s'il est occupé, il y a des rôles qu'on ne peut pas déléguer même à des nounous, de faire appel à une femme, de lui dire, voilà, vous donnez de l'amour à mon enfant, et je vous donne de l'argent. C'est atroce. Donc est-ce que pour vous, c'est... Ah non, c'est très très bien, moi je trouve. Ah mon Dieu, moi j'ai eu une nounou depuis la naissance de mes enfants, je peux vous dire, je ne supporterais pas de m'en occuper tout le temps. Heureusement que j'ai des nounous, je bénis les nounous. Ouais. Merci les nounous, les babysitters et tous les gens qui peuvent me garder mes enfants. Peut-être que je dis ça parce que je ne suis pas encore maman. Donc j'ai voulu savoir, ça c'est sûr, c'est clair. Vous confirmez que c'est pour ça que vous dites ça. Ça c'est clair. Donc voilà, presque vous avez répondu à ma question parce que je voulais savoir, est-ce que c'était pour vous une critique implicite pour dire voilà, ça a des limites, même si on est occupé, l'émancipation de la femme, ça a un prix. Voilà. Bah oui, bien sûr qu'elle a un prix. Ce que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est à quel point la société, le monde en général, mais la littérature, ne regarde pas de ce côté-là. C'est une sorte d'impensé dans notre société. La question, vous savez, quand les femmes ont commencé à travailler, par exemple dans la génération de ma mère me racontait toujours, elle travaillait énormément, ma mère. Elle était médecin, elle travaillait beaucoup, et puis par ailleurs, elle s'occupait beaucoup de nous, elle s'occupait des devoirs, elle s'occupait des menus, elle s'occupait de tout. Mon père travaillait beaucoup aussi, mais mon père n'a jamais levé le petit doigt. Mon père, c'était le genre d'homme qui rentrait dans la cuisine, qui se mettait contre le frigo et qui disait « Est-ce que tu peux m'apporter un yaourt ?» alors que la porte du frigo était collée à lui. Donc ma mère faisait tout, et je lui disais toujours « Mais pourquoi est-ce que tu te plains pas? Pourquoi tu dis rien à papa ?» Et elle me dit... Et en fait, elle n'osait pas, parce que c'est une époque où on a dit aux femmes, ah, vous voulez travailler? Travaillez, mais vous plaignez pas. C'est-à-dire travailler, mais il faut en plus avoir la deuxième journée, qui est la journée des enfants, puis des parents, puis des trucs. Donc, en fait, il y a une façon d'ignorer le fait que l'émancipation des femmes par le travail, mais aussi l'émancipation tout simplement en tant qu'individu, le désir d'avoir une vie en dehors de sa vie domestique et de sa vie de mère, que ça s'organise, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, et que donc il y a une organisation du travail qui se met en place. Et cette organisation du travail, comme il ne s'agit pas des hommes et du plaisir et du bonheur des hommes, elle s'est faite de manière très difficile et contrainte. Elle repose sur d'autres femmes, qui sont souvent des femmes immigrées, qui sont souvent des femmes dans des situations très difficiles, qui sont souvent des femmes qui ont laissé leurs propres enfants. Donc ce que je voulais montrer, c'est que derrière le discours très empathique et très ouvert de certains bobos sur l'émancipation des femmes et le travail des femmes, il y a en fait une ignorance totale de ce que ça représente comme coût de culpabilité pour ces mères, parce que les nounous souvent sont elles-mêmes mères, donc en fait elles s'occupent des enfants des autres et ne s'occupent pas de leurs propres enfants pour pouvoir les nourrir, de la culpabilité que c'est de laisser son enfant à quelqu'un d'autre, parce qu'on vit dans des sociétés où malheureusement c'est pas assez bien organisé pour que les femmes puissent travailler. Donc j'avais envie de m'intéresser à quelque chose auquel très peu de gens s'intéressent, c'est l'organisation du travail féminin, et d'avoir une vision un peu comme les poupées russes, c'est-à-dire que pour qu'une femme travaille, il faut qu'il y ait une femme à l'intérieur d'une femme, à l'intérieur d'une femme, à l'intérieur d'une femme. Toutes les femmes vous le diront, à partir du moment où vous avez des enfants, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Ça n'aurait aucun sens, parce que depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours laissé à d'autres femmes le soin d'éduquer leurs enfants. Ça a toujours existé, et c'est tout à fait normal. Il faut bien aller travailler, il faut bien vivre, donc on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec ses enfants. Et d'ailleurs, je pense que c'est très bien pour les enfants de ne pas être dans une relation de tête-à-tête absolue et fusionnelle avec leur mère. C'est très bien de connaître d'autres gens, de passer du temps avec les grands-parents, des nounous, des tantes ou des amis. C'est tout à fait sain, et c'est très mauvais de culpabiliser les mères qui laissent leurs enfants à d'autres. Moi, j'aurais jamais pu écrire de livre si j'avais pas laissé mes enfants à des nounous. Je ne vois pas comment j'aurais fait. Donc, moi, mes enfants, je les adore, mais mes enfants, très souvent, ils ont été aussi des adversaires pour moi. Parce que moi, je travaille à la maison. Et travailler à la maison quand vous avez des bébés, et quand vous avez des petits-enfants qui sont des êtres profondément égoïstes et qui ne comprennent pas quand vous leur expliquez que vous avez besoin de temps et que vous n'avez aucune envie de jouer au Lego ou de faire de la pâte à modeler, ça demande pour une femme un métier de création, c'est très très difficile.
pour s'imposer et de dire à son mari, bah non, en fait, moi, je vais m'occuper de rien, je vais faire aucune réunion de l'école, je vais pas faire à manger, je vais pas faire le ménage, je vais engager quelqu'un et je vais travailler parce que je veux écrire des livres. Tout le monde vous juge, mais il faut l'accepter. Je pense que les femmes doivent accepter ce jugement, doivent accepter de déplaire. C'est pour ça que je vous dis, moi, ça m'intéresse pas du tout de plaire, parce que plaire pour une femme, c'est souvent une prison. Et moi, à partir du moment où j'ai accepté de déplaire et de décevoir, en tant que femme et en tant que mère, je suis devenue très libre et j'ai commencé à écrire des livres et à vivre ma vie. Merci. Je crois qu'il y avait une dernière question, là-bas. Tout d'abord, bonsoir. Donc, je suis Madeleine, une étudiante française à l'ESFAM. Mais je suis aussi une grande lectrice et j'aimerais savoir, quand le roman est bon, en tant que lecteur, on est happé dedans, on rentre dans le monde. Mais j'aimerais savoir si vous aussi, en tant qu'écrivain, vous êtes happé dans ce monde, ou comme c'est vous qui le créez, vous êtes quand même connecté à l'extérieur et vous entendez aussi les oiseaux, ou est-ce que... Est-ce que vous êtes quand même connecté à l'extérieur, ou est-ce que vous êtes vraiment dans ce monde et d'un coup vous vous rappelez qu'en fait c'est un monde fictif? C'est une très bonne question, c'est drôle, on m'a jamais posé cette question. Non, c'est une très bonne question. Bah écoutez, c'est une question de moment, ça dépend. Quand ça marche pas bien, les jours où ça fonctionne pas bien, on est dehors. On écrit le livre de manière un peu... Comment dire, comme un artisan, on prend des briques, on a le ciment, on met la brique, et c'est un peu fastidieux. Et on se voit, c'est pas qu'on se voit écrire, mais en tout cas, on se voit construire le livre, mais c'est nécessaire. Il faut des moments comme ça, où on a une forme de recul, d'objectivité, pour voir un peu où ça commence, où ça finit, comment ça va se faire. Mais les grands moments de bonheur dans l'écriture, c'est les moments que vous décrivez qui sont tout à fait semblables au bonheur de lecture. C'est-à-dire, c'est des moments où, par exemple, je me mets à ma table de travail et puis d'un coup, je lève la tête et je me rends compte qu'il est 19h et je n'ai pas du tout vu le temps passer. Et j'étais vraiment, vraiment avec eux. Alors, d'abord, ça se ressent même physiquement. Moi, j'écris, on se met à écrire très, très vite parce qu'on a toujours peur que les idées aillent plus vite que la main. Donc, c'est très stressant physiquement. Et puis moi, je marmonne comme ça, donc très souvent, j'ai des sortes de crampes. Après, j'ai très très mal à la mâchoire parce que je fais comme ça en écrivant, mais on est complètement comme dans une sorte de transe. Hein. On part totalement dans un autre monde. Et puis, il y a toujours une phase dans un livre. Le début d'un livre, c'est très difficile. Parce qu'on commence un premier chapitre et ça ne marche pas, on a un deuxième. C'est vraiment difficile. Et puis, il y a un moment magique où ça y est, d'un coup, le livre commence à exister. On commence à sentir sa couleur, sa teneur, l'atmosphère du livre, sa musique, quoi. On sait à quoi va ressembler ce monde et on est content le matin quand on se lève, on se dit j'ai envie de retourner dedans, j'ai envie d'aller retourner dans ce monde parce que ça y est, on y est bien, il a sa logique, il a ses beaux moments et tout. Donc oui, bien sûr, et c'est ça qui est très beau, hein, c'est qu'on se perd dedans et pour moi, c'est les plus beaux moments de ma vie. C'est vraiment... Et c'est comme, vous savez, un drogué qui aurait vécu des moments d'extase et tout, qui oublie le manque, il oublie la douleur, il oublie tout ça, et il ne se rappelle que de ce moment d'extase. Et je pense que tous les écrivains sont comme ça. On veut retrouver ce moment. Alors parfois il faut des mois, des semaines pour quelques heures de transe comme ça, mais quand ça arrive, c'est ce qu'il y a de plus beau. Merci beaucoup. Alors nous pourrions poursuivre ces échanges qui sont absolument passionnants, mais malheureusement nous devons terminer. Alors encore une fois, tous mes remerciements, chère Leila Slimani, tous mes remerciements, Madame Zorica Kitinski, et pour nos amis bulgares, vous avez les ouvrages de Leila Slimani traduits, voilà, qui sont en vente ici. Encore mille merci d'avoir choisi de venir ici beaucoup à l'Institut français de Sofia en Bulgarie. Merci beaucoup. Voilà.